Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà tournée. En fait j'ai tout simplement tourné mon téléphone au dernier moment en filmant la vidéo et du coup le plan est totalement décalé. Et en plus de ça du coup c'est vraiment format droit avec juste ma tête, enfin horrible. Donc du coup je dois tout vous retourner, cette fois-ci je me suis bien assurée que la vidéo commence bien dans ce format là, voilà. Du coup on se retrouve pour la pile à lire du mois de juin, ça fait beaucoup de fois que je la tourne, je commence à en avoir un petit peu marre. Le mois de la fantaisie est en train de se clore, hein, c'est quasiment terminé. Comment vous dire que j'ai pas eu envie de faire une pile à lire énormissime parce que j'ai une grosse pile à lire pour le mois de la fantaisie, je l'ai pas terminée, ça m'a un peu frustrée, du coup je me suis dit on va la jouer chill, mais le pire c'est que je rajoute des livres au fur et à mesure et qu'au final elle devient énorme, donc bon bref. Je vous propose qu'on y aille tout de suite, c'est parti. On commence comme chaque mois avec un livre que je n'ai pas encore en ma possession, je l'achèterai début du mois de juin. Il s'agit des Royaumes de Feu, le tome 9, les Serfs du pouvoir de Tweety Sutherland. J'avance dans cette saga clairement. Alors j'ai vu qu'il y avait un tome 16 en préparation, donc je me dis qu'à la fin du 3e cycle, je ne serai pas en reste non plus. Après, si je continue à garder mon rythme de 1 tome par mois, j'aurai signé la saga d'ici 2026. Donc comment vous dire que c'est quand même un petit moment et qu'en plus de ça, rien ne m'empêche de relire la saga parce que je pense que j'ai oublié plein de choses et plein de détails un petit peu croustillants dans l'intrigue. Mais j'ai vu sur le compte de l'autrice qu'en anglais, il va sortir un tome 13 très bientôt. Donc je pense très clairement que je ne vais pas rester sur ma faim. Et comme chaque mois, je l'achèterai qu'au mois de juin car j'ai un budget fixe pour les livres tous les mois et je fais attention à ne pas le dépasser. Du coup voilà, premier achat du mois de juin, ça c'est sûr. Peut-être pas première lecture du mois de juin, mais en tout cas elle sera dans les 2 premières semaines et encore peut-être même la première semaine. Bref. Ensuite, un livre que j'ai en ma possession, il y en a 2 que j'ai pas. C'est juste parce que c'est des suites de sagas que j'ai lues au mois de mai et du coup j'ai trop envie de lire la suite. Bref. J'ai envie de lire La Promesse du Roi de l'Ombre, le tome 1 de Sylvia Mercedes chez Roncière. Je vous l'avais mis dans la pile à lire du mois de la fantaisie. Sauf que en découvrant que c'était un tome 1, j'avoue que ça m'a un petit peu refroidi parce que je n'avais pas entendu parler du tome 2 pour l'instant. Donc je me suis dit, bon bah le tome 2 est annoncé dans je ne sais pas combien de temps. Il sort le 26 juin, quelque chose comme ça. C'est à la fin du mois, certes, mais au moins ça va me motiver à le sortir de ma pile à lire. C'est vraiment le genre de romantaisie qui peut me plaire. Alors il y a juste le petit twist, c'est que l'héroïne, c'est la sœur de la fiancée du héros, voilà. Donc c'est juste ça qui peut-être potentiellement me déplaire parce que du coup la relation va aller moins vite que dans un Enemies to Lovers romantaisie classique. Enfin c'est pas un Enemies to Lovers en plus, mais dans une romantaisie classique. Et je crois qu'elle est aveugle, non? Elle est pas... Non, je confonds avec... C'est où? Ça là, voilà. Mais elle a un don divin et du coup elle est mise à l'écart, c'est un peu une paria et donc voilà, c'est aussi ça que je trouve intéressante dans ces livres-là. La couverture est trop belle. Je l'ai pris en relié parce que je voulais pas prendre le brochet parce que ça coûtait trop cher. Déjà lui je l'ai payé quasiment 20 balles, on va peut-être se calmer. Mais du coup voilà, le tome 2 sort à la fin du mois, donc soyez-en sûrs, au mois de juillet il est acheté et j'espère que lui au mois de juin il sera lu. Ensuite le deuxième livre que j'ai pas encore en ma possession, il s'agit de Divine Darkness, le tome 2 de Anatrice avec cette magnifique couverture bleue. Le premier était violet, le deuxième est bleu, le troisième est rouge. Je trouve ça magnifique avec les cristaux en plus, ça c'est trop beau. Parce que apparemment des cristaux vont avoir un rôle important. On nous a pas encore parlé, enfin on l'a évoqué, mais apparemment il y a une espèce de mystère autour, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des cristaux sur la couverture. J'avais surkiffé le tome 1, d'ailleurs si vous voulez aller voir sur mon TikTok qui sera en barre d'infos, je vous ai posté le vlog sur cette lecture là. Le post est sorti sur Instagram et il y a même un update lecture sur TikTok. Voilà, n'hésitez pas à aller voir en description. J'ai beaucoup aimé cette romantaisie, on est vraiment dans un slow burn de chez Slow Burn, c'est vraiment slow. Il s'est encore quasiment rien passé entre les 2 protagonistes parce que il s'est même quasiment rien passé dans l'intrigue en elle-même parce que déjà l'intrigue principale a mis énormément de temps à commencer mais c'était hyper important de poser l'univers et c'était vraiment un tome introductif et en fait dans la vie de Danae, bah c'est une introduction aussi au monde où elle va vivre pendant je ne sais combien de temps. Donc j'espère que le tome 2 sera légèrement plus agité. De ce que j'ai compris, ça va être le cas. Donc trop bien. Du coup voilà, j'ai hâte de le lire et je me le mets en pile à lire du mois de juin. Ensuite, vous l'avez vu dans la pile à lire du mois de la fantaisie, celui-là aussi. Il s'agit de Gods of Men de Barbara Kloss, le tome 1 chez Rivka. Alors, travail d'édition absolument magnifique. Déjà c'est un relié avec des très jolies illustrations des 2 personnages principaux. Voilà. Et il coûte 16 €. Incroyable, génial, magnifique. Il coûte juste 16 €. D'habitude c'est 15 € chez Rivka.
Et là il en coûte 16 pour la bonne et unique raison qu'en fait il est plus gros, c'est tout. Je l'avais déjà lu il y a beaucoup de temps, je crois que c'est un des seuls posts Instagram old school que j'ai laissé sur mon compte Insta, donc n'hésitez pas à aller voir. J'avais beaucoup aimé à l'époque, on est dans un monde où la magie est interdite et Sable va découvrir un jour, en tuant sa sœur, c'est horrible, qu'elle a des pouvoirs en jouant de la flûte, donc elle va décider de fuir parce qu'en plus de ça elle va être recherchée parce qu'elle possède de la magie et elle va se cacher jusqu'au jour où quelqu'un va la rechercher, ou quelqu'un ou quelque chose on nous dit, je trouve ça génial, va la rechercher et donc elle va devoir fuir et en chemin elle va rencontrer ce beau jeune homme. Voilà, je vous en dis pas plus. Dans mes souvenirs c'était vraiment sympa, c'était un début de romantasy, je pense que la romantasy se développera beaucoup plus dans le tome 2 que je n'ai pas lu et que je n'ai pas encore même. Mais voilà, j'avais très envie de le relire, pourquoi ? Parce que déjà la couverture est juste sublimissime et elle m'attire beaucoup et c'est ça qui m'avait attirée à l'époque. Et surtout, maintenant qu'il y a la suite de la saga, j'ai très envie de connaître la suite parce qu'à l'époque où moi j'avais lu le tome 1, la saga n'était... Enfin, il n'y avait pas encore de suite de saga. Donc j'ai vraiment très envie de découvrir, d'ailleurs il y a la flûte dont elle se sert pour pratiquer sa magie. J'ai très envie de découvrir la suite et je pense que le mieux c'est de relire le tome 1 parce que je pense que j'ai quasiment tout oublié. Ensuite, une autre fantasy, vous l'avez vu dans les reliques de ma pile à lire, il s'agit de 2 lunettes de sang de Erin Beatty chez Lumen. Je crois que c'est un tome 1, c'est pas marqué en tout cas. Je n'ai pas lu le résumé tout simplement parce que ceux qui connaissent un petit peu Lumen depuis un petit moment savent que Lumen peut faire des résumés spoilants en fait, en voulant faire des très grands résumés comme ça. Ils peuvent être spoilants, les 3/4 du temps ils résument genre la moitié du livre. La moitié ou les 3/4. Ça m'est arrivé avec Shade of Magic, les tomes 2 et 3, en lisant le résumé après, je me suis rendu compte qu'en fait les événements dont on nous parlait dans le résumé arrivaient vers 300-400 pages, ce qui est un peu abusé. Après, c'était des événements dont on parlait tout le roman. C'était oui, ça va arriver, préparez-vous, ça va arriver, parce que c'était des jeux magiques et donc on en parlait tout le roman que ça allait arriver. Mais tout de même, voilà. Bon. Parce que du coup, j'ai cru que ça allait arriver plus tôt et que l'intrigue principale allait être sur ça, alors qu'en fait, pas du tout. Du coup, 2 lunettes de sang, Erin Beatty, celle qui avait écrit La couleur du mensonge. À l'époque, je l'avais acheté, enfin, en fait, je l'avais eu gratuit en e-book et je l'ai jamais lu. Voilà. Je sais même pas si je pourrais encore le retrouver parce que je pense que depuis, j'ai changé 2 fois de téléphone donc je l'ai même plus. Je l'avais acheté en e-pub. Voilà. Donc je n'ai jamais lu d'Erin Beatty en soi. Là on va être sur une personne qui, quand la nuit tombe et la lune apparaît, elle change. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Comme je vous l'ai dit, j'ai juste lu en fait la grosse phrase qui est ici pour éviter de me spoiler. Mais la couverture me donne vraiment envie et j'ai entendu que du bon sur Erin Beatty, donc je me dis pourquoi pas, et comme ça moi je sors une relique de ma pile à lire. Ensuite une petite romance universitaire, ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé. Rebel University, le tome 1 Hot as Hell de Alfreda Henwy et Alicia Garnier chez Hugo Roman. Alicia Garnier, je vous en ai parlé dans les sorties, elle sort un nouveau livre sur lequel je vais me jeter, je pense très sincèrement, parce qu'il a l'air incroyable. On est sur de la romance universitaire, je vous en parlerai bientôt dans le réel de la semaine prochaine, où j'adore moi les romances universitaires pendant l'été. Je trouve que moi, le fait de penser à la rentrée ne me dérange pas du tout, j'ai toujours été quelqu'un qui a adoré l'école. J'aimais aussi beaucoup les vacances, mais c'est vrai que retourner à l'école, ça m'a jamais dérangé, j'ai jamais été triste de retourner à l'école. Donc moi lire des romances universitaires en été, c'est pas un problème. En plus de ça, l'université américaine est tellement loin de l'université française que ça me donne même pas l'impression de me préparer à la rentrée, enfin vraiment. Moi j'aime bien en plus de ça parce que c'est des romances que je trouve assez légères les 3/4 du temps. C'est ça génial, les romances légères, j'ai pas envie de romances psychologiques en été. Il y a des gens qui adorent ça et qui ne charbonnent qu'à ça. Moi les romances psychologiques je ne peux pas. En été, en hiver, toute période de l'année, je ne peux pas, c'est terrible. Donc voilà, moi j'ai besoin de comédie romantique, c'est marqué derrière. Ensuite, un livre pareil dont je vous ai parlé mardi dans les sorties. J'ai envie de lire Curious Tides, le tome 1 de La Lune et des Marées de Pascal Lascelles chez Big Bang. Tout simplement parce que le tome 2 sort ce mois-ci, enfin au mois de juin. Du coup, je vais quand même vous montrer la beauté de l'objet livre, magnifique. Là, vous avez très jolie illustration, je crois que c'est la même à la fin, ouais. Et l'objet livre en lui-même, parce que j'ai pris l'édition comme ceci. Trop beau. Rien que déjà la jaquette est magnifique, mais le livre en lui-même, même sans la jaquette, est très beau. Et vous avez ce travail en bas de page. Déjà vous avez des illustrations, je viens de voir. Voilà, magnifique. Et en fait, en bas de page, vous allez avoir... Je vais pas réussir à vous montrer en fait. La lune qui grossit au fur et à mesure. Voilà, je trouve ça génial. Vous avez tous les cycles de la lune derrière et en bas de page. Bon, c'est un livre que je repousse depuis très longtemps, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus j'en vois que des avis positifs, comme quoi l'ambiance est géniale, même si les protagonistes, bon,
soit un peu... voilà. Mais j'en vois que du positif et je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Après, c'est vrai que c'est un style très Dark Academia et moi, je lis plutôt ça en automne. Après, là, c'est juste parce que le tome 2 sort bientôt et que j'ai envie de savoir si cette saga me plaît ou pas. Et savoir si je vais acquérir le tome 2, lire le tome 2. Du coup voilà, en plus j'ai eu l'occasion de rencontrer l'autrice à Aix-en-Provence, à l'époque où j'habitais encore à Aix. Voilà, vous me voyez plus. Et elle avait parlé de son roman et c'est vrai que ça m'avait donné super envie de le lire et depuis je ne l'ai pas lu. Voilà, shame on me. Ensuite, lui aussi vous l'avez vu dans la pire du mois de la fantasy, Un palais d'épines et de roses de Sarah Dimas chez La Martinière. Alors, comment dire je sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais moi, Un palais d'épines et de roses, ça coince un petit peu dans le sens où moi, j'ai lu le tome 1 il y a 4 ou 5 ans, et que pour moi, le tome 1 se suffisait à lui-même dans le sens où je ne voyais pas en quoi c'était une saga. Pour la bonne et unique raison que moi, la fin du tome 1 me plaît vraiment. J'aime beaucoup Tamlin, j'aime beaucoup Fer et Tamlin ensemble. Et quand j'en avais parlé une fois dans une vidéo, je sais plus laquelle, je pense, quand je vous présentais ce livre-là, soit en pile à lire, soit voilà. J'avais dit ça, et tout le monde en commentaire, et même sur mes posts Insta, et tout le monde me dit, mais lis Un palais d'épines et de roses pour lire la suite. Parce qu'il faut que je relise le tome 1, parce que ce que j'aimerais faire, c'est commencer, aller direct sur le tome 2, parce que je sais très bien que je vais pas vouloir, après celui-là, retourner sur le tome 2, parce que pour moi, il peut se suffire à lui-même. Je ne sais même plus si à la fin il y avait un petit twist qui me donnait envie de lire la suite, c'est pour ça que j'ai acheté le tome 2, je l'ai demandé à Noël, je me souviens très bien. Je ne l'ai jamais lu. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que pour moi il se suffisait à lui-même et que je n'ai pas trouvé quelque chose qui me donnait envie de lire le tome 2 dans le tome 1. Pourtant, tout le monde me rabâche les oreilles à longueur de journée en me disant, j'abuse un peu mais vous avez compris, en me disant il faut absolument, mais absolument que tu lises la suite de la saga parce que vraiment elle est incroyable. Je vais vous écouter, je vais lire la suite de la saga, mais pour ça, il faut que je relise le tome 1. Et j'ai peur de retomber dans mon petit cercle vicieux qu'on connaît si bien. Mais promis, je vais faire un effort en relisant le tome 1, je vais enchaîner le tome 2. Je l'ai dans ma pile à lire de toute façon, je l'ai, donc pourquoi ne pas le lire. Ensuite encore de la romance, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas présenté. Toujours dans la vidéo des reliques, c'est les Hathaway, le tome 1 et 2 de Lisa Keplas chez J'ai lu. Alors, le tome 1 et 2. Je vais lire le tome 1, après on verra la suite. Je vous en avais parlé, moi j'adore les romances historiques, surtout cette collection-là de chez J'ai lu. C'est une collection en fait qui fait des doubles tomes et c'est vraiment comme les Bridgerton, des couleurs très pastel. Vous avez le château ici et le château en plus éloigné là. Je vous en ai déjà parlé, j'adore les romances historiques et j'en parlerai d'ailleurs dans le réel des lectures de l'été. Les romances historiques, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème dans leur univers. Leur seul problème, c'est la bienséance et les convenances et les condirations. J'ai l'impression que dans leur monde, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de vrai problème sérieux, pour être très honnête. Même dans les Bridgerton, on est au 19e siècle, peut-être un des siècles où il y a le plus de guerres enchaînées, après le 20e, bien sûr. Et il y a des guerres tout le temps, il y a des problèmes de colonisation, de guerre d'indépendance et tout. Ils sont trop chill. Je trouve ça incroyable. C'est le siècle où tous les grands empires coloniaux s'effondrent, quasiment, et eux, ils sont trop bien. Il y a des guerres dans tous les pays, c'est génial, tout va bien, il y a Napoléon qui débarque. Tranquille, je ne comprends pas. Et là, on est en 1848, et si je dis pas de conneries, il y a eu beaucoup d'événements en 1848, et je sens que ça va être uniquement sur la noblesse londonienne, et je trouve ça génial. Du coup, là, nous, on va suivre l'aîné des Hathaway qui s'appelle Amelia, qui veut pas se marier, qui veut clairement s'occuper de sa famille, sauf qu'elle va rencontrer Cam, qui est un peu Anthony Bridgerton, hein. Clairement dans le caractère, c'est lui, mais vraiment un truc de fou. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un livre où vous posez vos problèmes de côté parce que eux n'ont pas de réels problèmes en fait. Et je trouve ça génial que eux n'aient pas de réels problèmes dans la vie au final. Enfin si, des fois, bien sûr que si, mais il y a quand même un côté très léger de oh, bon, il y a des guerres, c'est pas grave, on va juste critiquer la robe de Miss machin, et puis c'est très bien. Enfin, je sais pas si vous comprenez mon point de vue, mais je trouve que les romances historiques à la Bridgerton, t'as l'impression que le monde va très bien. Alors que pas forcément, le 19e siècle, ça a été un monde de bouleversement pour plein de gens. Entre les épidémies telles que la grippe espagnole, les épidémies, enfin les guerres d'indépendance, enfin ça a été un siècle de barjots, hein, mais je sais pas, ils sont bien, écoutez. Très bien, ça me va moi. Ensuite j'ai envie de lire le tome 1 des pierres sacrées A Dawn of Onyx de Kate Golden chez Olympe. Alors là on va être sur une fantaisie, je suppose que c'est une fantaisie étant donné qu'on en parle de pierres sacrées. En gros on va suivre, comment elle s'appelle, Arwen, qui va se faire enlever,
faite prisonnière dans son village et qui va devoir rencontrer le roi d'Onyx et qui fait la guerre en fait à son village. En rencontrant le roi, elle va un petit peu infiltrer tous les problèmes politiques du monde où elle vit, savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette guerre, savoir qu'est-ce qui motive cette guerre, et vous le savez, moi c'est des tropes en fantasy que j'adore. Si vous me connaissez un tant soit peu, je vous en parle à chaque fois, les fantasy politiques c'est une trope qui me plaît énormément, la politique dans les fantasy. Pas forcément au sens de ça fait écho à notre monde réel, pas forcément, parce que c'est pas le cas de toutes les fantaisies en plus de ça. Il y en a beaucoup, hein, très sincèrement, qui font écho au monde réel, parce que forcément tu t'imprègnes de ce que tu vois tous les jours, aux informations, de l'histoire que tu as appris à l'école ou que tu apprends encore, bref. Mais au sens politique, dans le sens, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des magouilles, et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la fantasy parce que je trouve que ça apporte autre chose. Dans la romantasy surtout, je trouve que ça apporte autre chose et que ça peut être un bon terrain pour la romantasy. Et là, le fait qu'on nous parle du fait... Oula. Et là, le fait qu'on nous parle... c'est dur à dire comme phrase, enfin, mettre deux fois le fait. Et là, vu qu'on nous parle du fait que Arwen va devoir s'impliquer dans cette espèce de politique, moi je suis complètement conquise. Donc voilà, je pense que je vais me le faire au mois de juin, sachant que je crois que la trilogie est quasiment sortie en entier. Du coup voilà, j'ai très hâte de le lire et peut-être de lire la suite. Et ensuite, on a... Ah non, on a deux romances contemporaines cette fois-ci, non pas historiques et pas universitaires non plus. J'ai essayé de vraiment de faire varier, j'ai un petit peu des romances partout. J'ai romance historique, romantasy, romance universitaire et là j'ai romance dans la pâtisserie. Macarons et sentiments, le tome 2 de Chaud de vent de Émilie Parizeau chez Hugo Poche. La couverture est trop mimi, j'aime trop les couvertures, c'est... Les gens détestent les couvertures cartoon, moi je trouve ça très bien, ça fait travailler un illustrateur plutôt que prendre des images... Comment on appelle ça? Shutterstock? Ah bah il y a des images Shutterstock, super. Mais il y a quand même des gens qui ont dessiné, c'est très bien. Dans ce tome, on va suivre Gennaro, qui est l'associé de Lazare, donc on a suivi dans tout le tome 1, qui était à mourir de rire, vraiment j'ai trop aimé. Pourquoi la saga s'appelle comme ça? Parce que Gennaro adore Jane Austen, et lit tout le temps de Jane Austen, et sort tout le temps des citations de Jane Austen, alors qu'on s'en fout totalement. Et on va suivre la protagoniste, comment elle s'appelle? Clarisse, qui est une single mom, et qu'on a déjà rencontrée dans le tome 1, on l'a vu genre 4 pages, mais je me suis doutée que ça allait être elle parce que c'est comme ça que se clôt le tome 1. En fait, elle a volé la recette de crème brûlée de Gennaro. Et du coup, ça va un peu partir en conflit. En plus, Clarisse, elle veut plus laisser faire. Gennaro, c'est vraiment le don juan de... Voilà. Donc vraiment, enfin, je devrais dire Casanova, du coup, vu qu'il est italien. Bon, bref, on s'en fout. Vraiment, j'ai trop hâte de lire ce livre. Il est tout rikiki en plus. J'ai l'impression vraiment que je vais le lire en une bouchée de temps. Parce que j'ai adoré le personnage de Gennaro. Clarisse a l'air incroyable, je l'ai vu 4 pages, mais j'ai vraiment trop hâte de découvrir leur couple ensemble. Et en plus, il y a un fils, je crois. C'est un fils ou une fille? Elle est bien divorcée. Tu vois, elle en a 4, on sait pas. Et enfin, une romance dans la royauté moderne. Il s'agit de Nicolas, le tome 1 de Il était une fois de Emma Chase, toujours chez Hugo Poche. Je vous en ai parlé dans les reliques de la Palle et je vous ai parlé du fait que moi, ce que j'aimais pas dans la royauté moderne, c'était les tabloïds et les magazines People. Parce qu'en fait, dans le seul, enfin un des seuls que j'ai lu, vraiment toute l'intrigue tournait autour de ça. Et ça n'avait aucun goût, aucune saveur. Leur vie, c'était d'attendre ce que les tabloïds pardon, et les magazines People allaient dire sur eux. Et c'était ça leur vie pendant 500 pages. J'ai abandonné parce que j'en avais marre. Qu'on me parle de tabloïds à toutes les sauces, matin, midi et soir, au goûter, tout le temps. C'était horrible. J'espère, alors lui il est relativement court donc j'espère qu'il y en aura moins là-dedans, mais voilà, c'est vraiment pas un truc que j'apprécie quand je lis de la romance sur la royauté moderne. C'est pour ça que Kings of Scott m'intéresse un peu plus, parce que j'ai pas l'impression que ce soit un truc hyper évoqué. Là non plus, hein, en vrai. Ah si, des paparazzis acharnés. Ah, merde. Souvent quand c'est dit dans le résumé c'est terrible. En plus c'est à New York. Bon, c'est pas grave, je vais pas kiffer de ouf, je le sens, mais bon, écoutez, ça me le fera sortir de la palle. Et il faut que je me réconcilie avec ce genre, même si les tabloïds sont là. Mais il faut que je me réconcilie, à un moment donné, il faut que j'arrête de faire l'enfant et que j'y aille. Écoutez, ce sera au mois de juin, parce qu'en été, on est plus chill, on est plus détendu, donc comme ça au moins, je prendrai les choses avec beaucoup plus de calme. Et enfin, alors il s'est cassé la gueule ce matin quand je me suis réveillée, en fait j'ai mis un coup de pied dedans sans faire exprès et il est défoncé, je suis dégoûtée. Défier la nuit, le tome 1 de Brigitte Kéméraire chez Rajo, avec ce magnifique jaspage absolument dinguerie. Je pense que le tome 2, puisqu'il est sorti déjà, et pareil il est dispo en jaspage, le tome 2 se colle et ça fait une image, parce que vous voyez là il n'y a qu'une partie du château.
Bref, comme je vous l'ai dit, le tome 2 est sorti, ça fait un moment qu'il traîne dans ma palle. Et j'aimerais bien, en fait, je vois tellement d'avis mitigés, je me dis, mais en fait, j'ai envie de me faire mon propre avis, parce que s'il faut, c'est une petite pépite. Moi, j'aime bien les publications jeunesse, c'est pas du jeunesse en l'occurrence, mais j'aime bien les publications fantasy chez Rajo, notamment Le Noir et ma couleur, qui est une de mes sagas préférées en fantasy jeunesse, là en l'occurrence. Mais je me dis, c'est une romantaisie, en plus de ça. Je me dis pourquoi pas, franchement pourquoi pas, parce que oh c'est joli tout ça, en plus j'avais oublié. Et ça, il y a des petites fleurs, donc c'est la lead féminine, et le lead masculin, il y a des petites fleurs aussi. Bon, si le livre tourne autour des fleurs, pourquoi pas. Du coup on va être sur un prince et une résistante, et je trouve ça génial, c'est un petit enemies to lovers, et apparemment ils vont devoir faire alliance pour sauver leur pays. Bref, je vais arriver, j'arrive plus à parler français. Du coup voilà, c'est un New York Times best-seller. Moi ça me donne pas envie d'acheter forcément, mais bon, s'il y en a qui sont conquis par ça. Bon, l'objet livre est magnifique, l'histoire a l'air vraiment sympa, donc écoutez, pourquoi pas. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, je suis dégoûtée d'avoir dû la retourner, mais bon, si j'avais un temps soit peu regardé si j'avais recommencé mon plan, le juste tourner mon téléphone, ça se serait mieux passé, mais bon, ce n'est pas grave. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bons moments, de très bonnes lectures. Le bac arrive bientôt, Parcoursup, les examens, les machins. Vous inquiétez pas, ça va le faire, je crois en vous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!